Alors expliquez-nous un petit peu les vins que vous proposez aujourd'hui. Alors moi je suis venu avec toute ma gamme, hein. On est donc tout ce qu'on produit, c'est donc on est venu avec du blanc sec en entre-deux-mers, des rosés qu'on appelle clairés. Je suis de la région de Bordeaux, nos rosés un peu structurés, on les appelle des clairés. Et puis également nos vins rouges en Bordeaux supérieur. Alors comment ça se passe un Belge qui vit à Bordeaux et qui travaille dans le vin en fait? Ça se passe bien. Moi c'est une aventure que j'ai commencée en 1977. Et donc il y a longtemps enfin il y a pas mal de temps que je suis à Bordeaux. Ça se passe bien. Je crois je fais partie de ces gens qui ont commencé en bas de l'échelle. Je suis pas un investisseur. J'ai commencé avec, comme je dis toujours, avec le couteau en poche. Mais voilà, j'ai su rencontrer des gens qui m'ont fait confiance. Je suis monté petit à petit pour devenir responsable d'exploitation. Et puis après, j'ai tenté l'aventure de l'installation à mon compte avec des personnes qui étaient intéressées de m'accompagner dans cette aventure. Donc on a acheté une propriété qui s'appelle Château de Fontenay. Et nous en sommes propriétaires depuis 25 ans maintenant. Comment ça se passe la rencontre avec le public belge? Ah bien, les Belges, ils sont ravis en fait de rencontrer le vin fait rêver. Hein. Le Belge vraiment, pour voyager pas mal à travers le monde, le Belge est quelqu'un qui a une connaissance très très éclectique du vin. Il a une connaissance. Alors il y a un goût, je dirais, spécifique belge ils aiment bien les vins qui ont beaucoup de structure, les vins qui sont très pleins en bouche. C'est très intéressant de travailler avec les Belges. Et puis il y a toujours une anecdote. Moi l'autre jour j'étais chez un distributeur en Belgique et je rentre dans le magasin. Il y avait une grande affiche marquée vin français et à côté il y avait marqué vin étranger. Comme si pour un Belge en fait, un Français qui fait du vin, c'est pas un étranger. C'est assez amusant. Toujours à Belgovino, nous allons goûter ces fameux vins en compagnie de Olivier Ercolini, importateur bruxellois. Bonjour Olivier. Bonjour Valérie. Donc aujourd'hui, on est en présence de Stéphane. Sa spécialité, évidemment, c'est les entre-deux-mers. Et on va goûter ces trois vins, trois couleurs, un rosé, un blanc et un rouge. Le blanc, on va démarrer avec le blanc. C'est un blanc entre-deux-mers. Donc à mon avis, ça va être un blanc assez vif. Merci Stéphane. Donc ici, on est sur un blanc de Bordeaux. On est sur un encépagement, donc c'est un assemblage. Hein. On fait Sauvignon, Sémillon et Sauvignon gris. Donc 3 cépages différents. Il faut savoir qu'à Bordeaux, essentiellement en blanc, on est sur des Sauvignons. Donc on va goûter ça. Ouais, c'est un nez évidemment très expressif, hein, comme le Sauvignon l'est souvent. Toujours un très bel équilibre. Ce sont des vins très vifs, très frais. Ici, on a également une belle maturité, on a une belle acidité. Je dois dire que l'équilibre est assez beau. Hein, on a un peu de gras, on a quelque chose de très frais. C'est souvent ça en fait à Bordeaux, sur les blancs. On a des vins relativement frais qui vont évidemment accompagner très bien tout ce qui est fruits de mer, les huîtres, des petites charcuteries, des viandes blanches. Voilà. Ici, Stéphane, je pense, a toujours été très très fort pour ses blancs. D'ailleurs, régulièrement récompensé, je pense, Stéphane, dans les guides Hachette. Hein, donc souvent, voilà, des médailles d'or à Bruxelles. Donc c'est vraiment, je pense, une de ses spécialités. Est-ce que c'est le terroir? Est-ce que c'est le savoir-faire? Mais ces blancs, c'est vrai, qu'ont toujours été vraiment superbes. Après le blanc, nous allons maintenant passer au rosé, toujours de la même maison. Voilà, alors ici, on est sur un rosé appelé Clairet, 100% Cabernet Franc. Donc bizarrement, un cépage qu'on va plutôt retrouver dans la Loire, mais qu'on plante également à Bordeaux. On peut le trouver quand même surtout sur la rive droite de Bordeaux. Alors ici, on obtient le rosé d'une part sur des saignées des rouges, donc c'est-à-dire qu'on fait macérer les mous en rouge. À un moment donné, le maître de chai, Stéphane, décide que la coloration et l'extraction est suffisante. On fait une saignée et après on récupère les raisins et on les presse. Donc vous avez en même temps un raisin de presse et en même temps un raisin de saignée. Bon, ce sont des vins évidemment pour l'été, enfin printemps-été. Je pense qu'ici en Belgique évidemment tout dépend un petit peu du temps qu'il va faire. S'il fait beau, forcément les rosés démarrent très très bien. C'est aussi un petit peu pour moi
Fontenay, en blanc et en rosé, c'est un coup de cœur. C'est vrai que souvent, ce sont des vins assez bien équilibrés. On a des rosés assez vineux, assez colorés, hein. On n'est pas sur des rosés type de Provence, ou là où on a des couleurs plutôt pétales de rose. On voit qu'ici, la coloration est quand même assez bien extraite. On va déguster ça. Alors le nez est assez net, hein. On a presque tendance même à bien reconnaître le cépage, qui est souvent bon signe dans un vin. On sent que c'est assez droit, c'est assez précis. Ouais, c'est très agréable. Là par contre, il n'y a pas trop d'acidité. On est sur de la belle vinosité, on a du vin. Souvent, on a un peu tendance à décrier les rosés comme finalement des vins un petit peu ersatz, hein. On ne considère pas ça toujours comme des vins, mais en fin de compte, on se rend compte que quand on a une belle matière à la base et que c'est bien vinifié, eh bien, un rosé est un très beau vin, tout comme des beaux blancs, tout comme des beaux rouges, quoi. Donc ici, on est sur un vin avec franchement une belle structure. Il n'y a pas trop d'acidité, c'est assez rond. Ça a une belle tenue en bouche, donc ici on peut vraiment y aller, même sur des viandes grillées, je pense que ça peut très très bien fonctionner. Alors le rouge, donc ici on est également sur un vin d'assemblage. C'est un vin fait à 70% de Merlot, un petit peu de Cabernet Franc, un petit peu de Cabernet Sauvignon. On passe le vin en barrique, alors ce ne sont pas des barriques neuves évidemment, on est sur des barriques de deuxième, troisième vin. Une partie est élevée en barrique et la deuxième partie est élevée en cuve. Une fois que les élevages sont terminés, ce qu'on fait, c'est qu'on assemble les deux et on va voir ce que ça va donner à la dégustation. Alors effectivement, ici, on est sur un vin où justement la barrique est bien gérée. On n'a pas du tout un côté vanillé, trop boisé. Donc là, encore une fois, je pense que c'est judicieux de faire une partie en barrique et une partie en cuve, ce qui permet d'avoir au niveau du vin un équilibre au niveau olfactif, justement pas être surboisé. Parce que le surboisement, je pense que était à l'époque un petit peu une mode où tout le monde est tombé un petit peu dedans. Et en fin de compte, le vin, c'est du fruit avant tout. Et quand on surboise, on booste un petit peu le produit, mais pas dans sa nature primaire. On va booster sur des côtés vanillés, surboisés. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Je pense qu'aujourd'hui, les vignerons ont tendance justement à bien gérer ces bois parce qu'ils ont compris que actuellement, les gens veulent goûter du vin, du fruit et plus de la barrique, quoi, et plus du bois. Alors bien sûr, en bouche, c'est très rond. C'est très flatteur. Je pense que le fait d'avoir beaucoup de merlot, le merlot est un cépage qui donne de la rondeur, qui donne pas trop de tanins, pas trop d'agressivité au niveau des tanins. Le fait de faire un petit passage en bois a bien aéré le vin et là on est vraiment sur quelque chose de très très plaisant. Je pense, connaissant bien le vin, que Stéphane a quand même fait des beaux efforts sur le rouge parce que c'est peut-être pas toujours évident dans la région d'entre-deux-mers, mais ici on est sur quelque chose de bien équilibré, les tanins sont assez souples, il y a une belle matière en bouche, donc je trouve que c'est une belle réussite. Évidemment, on est sur un 2010, c'est un grand millésime, tout comme 2.9, je pense que même 2.10 est supérieur, mais là on est sur quelque chose de très beau. Alors, ces vins-là sont distribués ici en Belgique par différents distributeurs, sont des vins qui vont situer, je dirais, au niveau d'un achat en cave, aux alentours de 7-8 euros. Bon, tout dépend un petit peu de l'endroit où il est vendu. Donc on est, je pense, sur des vins avec des bons rapports qualité-prix. Alors expliquez-nous un petit peu votre parcours parce que vous êtes belge et vous faites du vin. Peut-être qu'à la base, on n'a pas l'impression que ça se marie directement. Alors ça fait quand même 20 ans que je suis dans le monde du vin en Belgique, mais j'ai créé cette petite structure de négoce en Languedoc dans l'espoir de monter un domaine et de m'y investir à 100%. Donc ça fait maintenant 2 ans. Pourquoi avoir choisi ce terrain-là plutôt qu'une autre région française ? Parce que c'est la région qui permet aujourd'hui encore d'accéder à des vignes et de monter un domaine sur base de très grands terroirs à des prix encore abordables. Et quels sont les vins que vous proposez aujourd'hui ? Alors je propose un peu l'ensemble des appellations du Languedoc, à savoir Corbière, Corbière-Boutenac, Minervois, La Clappe et bientôt Pic Saint-Loup. D'accord. Et comment se passe la rencontre avec le public belge ?
Pour l'instant, elle est très bonne parce que voilà, je pense que pour moi c'est un véritable challenge puisque je démarre avec des moyens qui sont infimes et donc je pense que l'histoire plaît assez bien au public. On change de région à présent, nous sommes dans le Languedoc, toujours avec Olivier, qui va nous présenter un vin qu'il a choisi. Voilà, alors ici, bien sûr, comme tu viens de le dire Valérie, on est un petit peu descendu dans le sud et on est dans le Languedoc. Donc ici, on est près de Minerve, donc près de la ville de Minerve, donc près de l'appellation minervois, mais on est sur le Languedoc. Alors, ce que Jean-Paul nous propose ici, c'est un 100% viognier. Donc on va goûter. Viognier, cépage réputé surtout dans le nord du Rhône, avec évidemment les Condrieux. Donc ici, ils vont proposer un vin avec l'avantage, à mon avis, du prix, parce qu'un Condrieux, évidemment, on est quand même plutôt aux alentours entre 20 et 30, 40 euros. Or qu'ici, le vin blanc que nous allons déguster, c'est un vin qui va se situer en prix de vente caviste entre 8 et 9 euros. Alors le nez, c'est assez élégant, c'est tout en dentelle, c'est vrai que c'est assez expressif, c'est un assez beau nez. En bouche, ça reflète un petit peu le nez. On est sur quelque chose d'assez fin, il y a une bonne acidité, pas trop. Ce qui est intéressant ici, vu qu'on est quand même dans le sud, c'est souvent un peu pour les blancs un problème de chaleur. Il faut savoir qu'un blanc a besoin un petit peu de fraîcheur. Pourquoi? Parce que sinon, les pH, les acidités sont un petit peu basses. Et ici, on a vraiment quelque chose d'assez frais, avec une belle teneur en bouche et une belle élégance. Alors ici, le rouge, bien sûr, on a sélectionné dans une gamme quand même assez vaste, un début de gamme, un entrée de gamme qui est donc aussi en appellation Languedoc, mais sur la Clappe. La Clappe qui est une petite région bien précise dans le Languedoc. Ici, on fait bien sûr pas d'élevage. Pourquoi? Parce qu'on est sur un vin démarrage de gamme, donc on veut quelque chose plutôt sur le fruit, sur la fraîcheur, sur quelque chose qui n'est pas trop lourd avec d'extraction tannique. On est effectivement, on est sur quelque chose d'assez fruité, d'assez élégant. Il y a quelque chose d'assez homogène en fait par rapport au blanc, c'est qu'on est sur quelque chose d'assez droit, d'assez franc. Donc on reconnaît assez bien. Ici, par rapport au blanc, on est sur un vin d'assemblage. Donc dans le Languedoc, on utilise essentiellement des grenages, des syrahs, des mourvèdres et des carignans. Donc ici, on a un vin qui est composé de 4 cépages. C'est très très bon. Là, il y a un équilibre vraiment parfait. Il n'y a pas trop d'alcooleux. Il y a une belle fraîcheur en bouche. Et en plus, derrière, il y a quand même une belle matière. Donc là, on est sur un vin d'entrée de gamme chez Jean-Paul Fontaine. Mais on se rend compte quand même qu'il y a des matières. Il y a, je pense, pas que de l'extraction. On sent que la vigne doit être bien soignée parce que le produit tel qu'il est là est bien fait. Franchement, c'est un très beau vin. Un deuxième rouge, toujours pour la même maison, et cette fois on monte en gamme. Voilà, tout à fait. Donc ici, on est sur une appellation Corbière-Boutenac, donc apparemment qui est une appellation assez récente. Un des plus beaux terroirs sur l'appellation Corbière. Pourquoi? Parce que ressemblant très fort à Châteauneuf, on est sur un peu des petits galets roulés. Donc belle exposition, apparemment très beau domaine, très beau terroir. Donc ici, on est sur un vin un peu plus haut de gamme, assemblé de syrah, de mourvèdre et de carignan, avec, comme souvent dans les hauts de gamme, un passage en barrique. Donc là, on utilise de la barrique, 10% de neuf, donc ce qui est quand même très important, en tout cas au niveau du coût, et 90% où on utilise des barriques de deuxième ou troisième vin. Donc on va déguster ça. La couleur est assez belle, c'est pas hyper soutenu, mais c'est bien une belle couleur. Ici, le nez est un tout petit peu fermé. Je pense que les mises ont été faites il n'y a pas très longtemps, donc les mises sont récentes. Donc c'est un petit peu logique, il faut que le vin ait le temps de se mettre en place. Ici, donc le nez est un tout petit peu fermé. Au niveau de la bouche, évidemment, par rapport au premier rouge, on est sur quelque chose d'un peu plus opulent. Mais par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure,
La trame reste un petit peu la même, c'est-à-dire qu'on est sur des vins pas surextraits, on est sur des choses qui ont bien sûr de la matière, mais où c'est assez fluide. Il faut savoir qu'ici, on est sur un vin quand même assez charpenté, on ne mange pas, on est en dégustation sans apport de nourriture, et ça reste malgré tout très agréable en bouche. Donc je pense que c'est une belle maison, c'est des gens qui vinifient assez bien, dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'on ne veut pas absolument faire des bombes, on ne veut pas absolument extraire à tout prix du tanin, de la matière, de la structure, on veut rester surtout d'abord du fruit, une belle matière, de la souplesse et un vin à limite qu'on ne dénature pas, où on sent que voilà, c'est très facile à boire, il y a une belle buvabilité, une belle découverte en tout cas. Alors expliquez-nous un petit peu votre aventure, comment êtes-vous tombé dans le vin finalement? Je suis tombée dans le vin chez mes parents, déjà on a toujours dégusté du vin, donc il y avait cette habitude de vin. Donc j'ai continué plus tard avec des amis et j'ai eu l'occasion d'un jour d'aller à Mercurey en Bourgogne pour la Saint-Vincent. Voilà. Et c'était l'année où le domaine familial de mon futur mari recevait le sein. Et donc voilà, on a goûté ces vins, on a été présentés et voilà. Et globalement ça se passe bien? Oui, ça se passe bien, ça fait 18 ans que je suis là-bas maintenant et ça se passe très bien, l'intégration c'est très bien faite, il n'y a aucun souci. Et pour vous 2013, ce sera une bonne année? Alors 2013, pour l'instant ça démarre bien, voilà, la vigne, bon, on a eu pas très beau temps non plus en Bourgogne cette année, donc la vigne démarre très très doucement. Donc voilà, maintenant il faut attendre que le printemps arrive, qu'il fasse chaud et que la vigne puisse démarrer et nous donner un bon millésime. Vous allez souvent à la rencontre du public belge? Oui, on vient régulièrement, on organise des dégustations avec nos clients privés. Et puis c'est vrai qu'on a beaucoup de clients aussi belges qui viennent à Mercurey. La Bourgogne, c'est pas très loin de la Belgique, donc on garde toujours contact, oui. À présent, nous passons dans le sud de la Bourgogne avec un vin rouge que va nous présenter Olivier. Alors ici, on est sur une appellation Mercurey, donc on est entre Beaune et Châlons, on est plutôt dans le sud de la Bourgogne. Alors évidemment, en Bourgogne, c'est simple au niveau encépagement, en blanc c'est chardonnay et en rouge c'est du pinot noir. Donc ici, on est sur un vin monocépage, 100% pinot noir. Le vin fait un élevage plus ou moins entre 14 et 18 mois, je suppose en fonction un petit peu des millésimes. Ici, ce qu'on va goûter, c'est un millésime 2010, donc tout comme à Bordeaux, un assez beau millésime, hein, avec suffisamment de soleil, avec suffisamment de pluie pour éviter les stress hydriques. Donc on a quelque chose, à mon avis, d'assez mûr. À Rhônay, on est sur quelque chose d'assez fruité, hein. C'est un pinot noir, c'est quelque chose d'assez net encore une fois, hein. Je pense qu'ici, les vins qui sont présentés à la foire, on a des vignerons qui ont plutôt tendance à respecter le raisin, le vin. On est sur un beau millésime, donc ils peuvent le faire grâce à une matière première, à mon avis, de bonne qualité. Alors, bien équilibré. Disons que l'acidité est encore un tout petit peu présente, mais c'est souvent bon signe. On est quand même sur un millésime relativement récent. Donc c'est logique que si on veut que ces vins puissent garder un petit peu dans le temps, qu'on puisse un petit peu les conserver en cave, il faut de l'acidité. Alors ici, elle est présente, par contre, elle n'est pas du tout dérangeante parce que derrière, on a quand même une belle matière qui vient soutenir cette acidité. Par contre, l'avantage de l'acidité, c'est que ça donne énormément de fraîcheur. Alors fraîcheur et puissance, en général, ça donne des vins assez bien équilibrés. Alors évidemment, on est en Bourgogne, on est sur Mercurey, qui est une belle appellation. On sait que la Bourgogne, dû au rendement, dû au petit domaine, donc on ne fait pas énormément de bouteilles sur une propriété. Donc automatiquement, les prix montent un petit peu. Mais ici, je pense qu'on est sur un bon rapport. On est en prix caviste aux alentours des 15 €. Donc pour un Bourgogne de cette qualité-là, je pense que c'est vraiment très bien fait. Alors comment vous avez atterri en France? En 3 mots, c'est un peu trop difficile, mais on a tombé en amour en fin de 2009 sur un domaine de 50 hectares, sur un hauteur de 330 mètres, avec une vue de toute la vallée. On a vu à l'un côté Château-Suze-la-Rousse, que j'ai fait mon examen comme vinificateur à l'année 96. À l'autre côté, on a Château-Grignan et toute la commune autour. Après tout, nous sommes déjà passés 50 ans, les enfants sont grands. On a dit c'est un projet, on peut faire ensemble. Et moi de vin et ma femme, une masse de 850 mètres carrés, tout à rénover.
Et vous êtes aussi très passionné du vin, donc et ce sont tous les vieilles vignes, donc c'était le moment pour faire encore quelque chose ensemble. C'était vraiment une challenge. Voilà. Nous continuons notre petit tour de la France avec, maintenant nous allons en Côte-du-Rhône avec un rouge qu'Olivier nous a sélectionné. Voilà, alors donc c'est une cuvée qu'ils ont appelée Grand Amour. Donc c'est une cuvée d'assemblage, assemblée avec du Grenache, de la Syrah et du Mourvèdre. On fait ici un assemblage de ces 3 cépages et on fait un élevage en barrique. Alors bien sûr barrique par barrique neuve, on est sur une barrique de 2e vin et on fait un élevage de plus ou moins 12 mois. Donc on est sud du Rhône, tout près de Châteauneuf, donc Châteauneuf, près d'Avignon, pour ceux qui ne connaissent pas bien le terroir. Donc près de la ville d'Avignon, on va goûter. Donc ici on est sur un vin un petit peu épicé au nez. C'est un tout petit peu fermé. Le bois est présent mais n'est pas trop présent. Il est en support donc il ne domine pas. En bouche on a quelque chose d'assez robuste. C'est assez puissant. Il y a un léger assèchement en fin de bouche, mais qui est dû évidemment au tanin. Je pense qu'on est sur un millésime assez récent, je pense qu'on doit être sur plus ou moins 2009-2010. Et effectivement, ce sont des vins quand même avec de l'extraction, avec des cépages quand même relativement costauds. Donc c'est logique qu'on est sur un vin un petit peu plus puissant, avec des tanins qui ne sont pas encore tout à fait fondus, qui sont assez présents. Là, évidemment, accompagner ça avec un repas, une viande, une belle pièce de viande, un agneau, l'accord sera parfait. Il est clair qu'ici, en dégustation sans support, on a un petit peu cet aspect tanin, mais qui est assez net, qui est assez élégant. On s'éloigne de la France à présent, très loin, puisque nous allons au Chili pour ce dernier vin que nous a sélectionné notre ami Olivier. Alors ici, on est avec notre ami Baudouin Avaux, qui a racheté un domaine au Chili, donc dans le sud du Chili. Le domaine s'appelle le Vina Tocone, et on est sur un vin d'assemblage. Donc ici, on est sur des vins où on évite l'élevage, on veut à mon avis garder le côté assez fruité. On est sur un assemblage de Carmenère, donc 70% de Carmenère et un petit peu de Syrah. C'est vrai que c'est en général judicieux parce que le Carmenère est un cépage très costaud, assez lourd, donc si on fait des 100% Carmenère, souvent on a des vins qui manquent un petit peu de buvabilité. Pourquoi? Parce que c'est tellement épais, c'est tellement riche qu'à un moment donné, ça écœure un petit peu. Or qu'ici, en faisant un assemblage avec de la Syrah, la Syrah va donner peut-être un petit peu de finesse, un petit peu de rondeur, et je pense qu'on va gagner en qualité et en équilibre en tout cas. Alors c'est un vin qui est plus ou moins vendu entre 7 et 8 euros dans un rayon, donc on va le déguster. Alors le nez c'est assez incroyable, c'est beaucoup d'épices, c'est assez épicé, c'est vraiment ce qui ressort en tout cas au nez. Évidemment c'est assez mûr. Bon là on est au Chili, donc le soleil évidemment n'est pas du tout un problème, il y a suffisamment de soleil, il y a suffisamment de chaleur. Et en bouche, on a effectivement un très bel équilibre. Justement, c'est ce que je disais. On a 70% de Carmenère, mais ce Carmenère, ici, est assez aérien, c'est assez gouléant, c'est pas du tout fatigant. Il n'y a pas trop d'alcooleux, ce qu'on retrouve souvent dans les vins hémisphère sud, forcément dû un peu à la densité d'alcool. Et là, on n'a pas du tout cet effet-là. Donc c'est assez bien équilibré. Je pense que sur une viande, sur une grillade, je pense même comme il n'y a pas trop de tanin, il n'y a pas d'assèchement, on peut même peut-être rafraîchir en printemps. Bon, si on a un jour un été en Belgique, on aura peut-être la chance de pouvoir goûter ce vin un petit peu rafraîchi. Une très belle découverte. Comment avez-vous atterri au Chili ? C'est une longue histoire. En fait, quand j'ai terminé mes études d'agronome, je suis parti vivre 3 ans au Chili. Donc j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup d'affection pour le Chili. Et il y a 13 ans exactement, j'ai un très bon ami chilien qui m'appelle un jour à Noël. Il me dit « Oh, juste en face du campo de mon beau-père, il y a un magnifique campo à vendre. Est-ce que tu n'as pas envie de l'acheter? C'est vraiment très chouette. » Je lui dis « Écoute, laisse-moi quand même 24 heures. » Et une demi-heure après, je le rappelais et puis j'ai acheté ce campo qui est vraiment merveilleux parce que
Pour un Européen, ce qui nous manque un peu, c'est l'espace et la liberté. C'est un campo qui fait 80 hectares, qui est tout à fait reculé. Il faut une demi-heure de jeep pour y arriver, le long du fleuve Moyle. C'est vraiment un paradis. Et sur cette parcelle, il y avait 3,5 hectares de vignes qu'on a continué à exploiter et qu'on commercialise ici en Belgique depuis 3 ans. Donc vous avez appris sur le tas finalement? Mais disons, il y a quand même quelqu'un qui s'occupe du vignoble à l'année, qui habite sur le campo, qui s'en occupe quand même beaucoup plus que moi. Donc j'avoue que je ne suis pas tous les jours dans les vignes à voir ce qui se passe là. Et vous êtes un amoureux du vin? Je suis un amoureux du vin, je travaille quand même dans le vin depuis presque 30 ans, donc j'ai quand même quelques notions au niveau du vin, mais avant tout c'est surtout une passion, quoi. Et il faut être passionné pour faire du vin de toute façon.